Alors moi, je ne suis pas d'accord pour dire que le libre-échange profite nécessairement au peuple. Il y a qu'à voir aussi les traités de libre-échange qu'on passe en Afrique et les conséquences désastreuses que ça a sur les populations. On sait très bien que des traités de libre-échange, c'est aussi ce qui permet à certains pays d'imposer leurs produits sur des marchés, de détruire des économies locales. Mais c'est surtout ici autre chose qui se joue, puisque ici, et ça a été déjà évoqué, c'est la question du pouvoir des multinationales sur les pouvoirs des États et donc le pouvoir des peuples souverains. Et ici, c'est la question centrale, je pense, de ce genre de traité. Ce genre de traité, d'abord, il y a la façon dont il est passé. Vous avez parlé de la Wallonie. Ben oui, le peuple français, lui, ne sait pas encore, n'a pas eu ce débat sur le CETA. On a entendu certains louer le CETA comme l'opposition au TAFTA. Or, comme ça a été dit, on peut dire que c'est le petit frère du TAFTA, on peut dire que c'est le cheval de Troie du TAFTA. Mais nous, au Parti de gauche, nous assumons pleinement le fait de pouvoir défendre le protectionnisme, un protectionnisme solidaire qui justement permet de lutter contre certaines conséquences du libre-échange, puisqu'on sait que le libre-échange, son principe est de mettre en concurrence des économies. Donc mettre en concurrence des économies, ça produit la désindustrialisation, mais ça empêche aussi d'appliquer un projet politique global comme celui de la transition écologique. Ça empêche aussi de protéger des acquis sociaux, voire de promouvoir ces acquis sociaux pour d'autres peuples. Donc nous pensons que le protectionnisme peut être solidaire. Il peut justement résider dans la coopération entre les peuples et dans l'harmonisation, non pas par le bas comme ce qui est en train de proposer ici, mais d'être proposé à travers ces traités de libre-échange, mais bien une possibilité pour les peuples de s'entendre sur des normes. Alors on a des organisations comme l'Organisation internationale du travail ou l'Organisation mondiale de la santé qui produisent des choses sur des normes concernant la santé, concernant la façon dont les travailleurs doivent être traités, leurs droits sociaux, leurs droits syndicaux, etc. Et alors on signe d'un côté ce genre de convention et en réalité on voudrait signer des traités de libre-échange qui mettent en danger ces acquis et empêchent leur développement dans les pays où on aimerait qu'ils se développent. Et donc ça, c'est le premier point, je voulais dire, c'était cette histoire du protectionnisme brandi en permanence comme une espèce de je ne sais quoi d'ailleurs, de choses dont il faudra avoir peur, de trucs ringards, voilà, si vous voulez. Alors que pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très moderne qui est de prendre en compte, par exemple, le fait que nos écosystèmes sont en train de se détruire et que quand on fait la COP21, quand on crie ici et là que, évidemment, l'écologie sera l'enjeu majeur du XXIe siècle, comment peut-on penser appliquer ces idées-là sans mettre en œuvre justement un protectionnisme qui reposerait sur des taxes écologiques, qui reposerait sur une prime à la relocalisation et à la proximité pour notamment pour les entreprises, pour les contrats publics. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont de toute façon devoir impliquer le protectionnisme. Il y a encore un autre aspect, et j'ai entendu que les avocats se plaignaient, c'est pas pour rien qu'ils se plaignent, c'est parce que ce traité-là n'est pas seulement un traité qui voudrait abaisser des barrières douanières ou même des barrières non tarifaires, c'est un traité qui introduit l'idée d'une justice privée. Alors évidemment ça a changé de nom, le système d'arbitrage, mais il est toujours là, et il permet en fait à des entreprises, à des multinationales de poursuivre des États. Et il donne le primat de cette poursuite, de ces plaintes aux entreprises. Alors, on ne sait pas exactement encore comment seront faits ces tribunaux, mais on peut avoir des doutes sur l'indépendance des juges et on peut surtout se poser la question de ce que signifie l'idée que des entreprises multinationales pourraient exercer des pressions sur les États et considérer que certaines réglementations des États ne leur conviennent pas au nom des traités de libre-échange. Et ça, c'est quelque chose de très grave qui a déjà produit très concrètement des conséquences très graves. Ce sont aussi les responsables de TPE et de PME qui le disent. On a besoin du long terme. Et le long terme, c'est justement, la planification, c'est justement quelque chose qui permet la réflexion au long terme. Qui aujourd'hui, à part Jean-Luc Mélenchon, propose justement une planification, à la fois une planification écologique, une planification pour le développement à la fois des services publics, de grandes entreprises d'État, des nationalisations des secteurs de l'énergie, notamment un secteur qui est d'ailleurs, qui serait mis qui est un secteur directement attaqué par le CETA. Et au sujet du financement des TPE, PME, justement, ces petites boîtes, de quoi souffrent-elles en France? Eh ben, elles souffrent de la concurrence des multinationales. Elles souffrent des traités de libre-échange qui permettent justement à des entreprises, à des investisseurs qui sont largement financiarisés, qui sont largement multinationaux, d'imposer une concurrence déloyale avec des TPE et des PME. Donc, moi, je pense qu'il y a justement des solutions politiques et j'ai envie de dire que si les auditeurs ont dit qu'ils étaient tous wallons et à 80% ont voté contre le CETA,
CETA, ils sont aussi tous insoumis. 85%. 85%, excusez-moi, ils sont aussi tous insoumis, ces 85% d'auditeurs, puisque sachez qu'à la Convention de la France Insoumise, le mouvement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, le refus des traités de libre-échange du type TAFTA, CETA est arrivé en première mesure prioritaire, la deuxième étant le refus de la loi El Khomri.